Rebonjour, on va débuter ce webinaire consacré à la Syrie. Il est 18h35. Je pense que la plupart des inscrits sont maintenant connectés et nous n'allons pas vous faire attendre plus longtemps. Merci beaucoup à tous de votre intérêt pour ce webinaire et pour nos actions. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'assister à nos webinaires, je me représente rapidement. Je suis Michel, responsable fundraising et communication chez MEAD, au siège, donc à Paris. Et avec nous aujourd'hui, il y a aussi mes collègues Coralie qui assure la gestion technique du webinaire et Fedi qui va assurer la traduction. Et concernant l'organisation du webinaire, ceux qui ont déjà assisté au rendez-vous précédent commencent à avoir l'habitude. Donc, la première demande pour commencer, pensez s'il vous plaît pour la qualité d'écoute de tous à couper votre micro. La fonction est proposée au bas de votre écran sur la gauche. Et pour le dérouler, on va procéder comme d'habitude avec une phase de questions-réponses après chaque intervention, durant laquelle vous pourrez interroger plus en détail nos intervenants. Et durant l'intervention, vous avez la possibilité de poser vos questions directement dans le chat. Donc pour ça, je vous rappelle, il faut cliquer sur les trois petits points qui sont en bas de l'image à droite, puis sur chat et vous pouvez écrire directement votre question. Ou bien sûr, vous pouvez la poser en direct à la fin d'intervention. Pensez du coup évidemment à réactiver votre micro. Voilà pour l'aspect pratique. Et si vous avez des difficultés quelconques, n'hésitez pas à utiliser du coup le chat durant le webinaire pour nous en faire part ou sur l'adresse email relation au singulier .donateur au pluriel @mead.fr. Voilà, donc nous avons souhaité organiser ce webinaire, bien entendu, suite aux récents événements en Syrie et suite à la chute du régime de Bachar el-Assad, pour revenir avec vous sur cet événement qu'on peut qualifier d'historique pour la Syrie et pour l'ensemble du Moyen-Orient, faire un point ensemble de situation et bien entendu évaluer les besoins humanitaires présents et à venir pour la Syrie. Je vais vous représenter très brièvement notre ONG MEAD pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore ou qui la connaissent mal. C'est une ONG qui a été fondée en 2011 par des médecins issus de la diaspora syrienne installée en France. Depuis le démarrage du conflit en Syrie, MEAD a toujours été présente dans le pays de manière ininterrompue, essentiellement côté nord-ouest et côté nord-est, où nous gérons toujours actuellement une quarantaine de structures de soins. Depuis, l'ONG a élargi son champ d'action pour intervenir aussi de manière ponctuelle dans les pays limitrophes de la Syrie et aussi dans d'autres zones de conflit comme l'Ukraine depuis 3 ans, le Yémen depuis quelques mois. Et nous sommes aussi intervenus en 2024 en Cisjordanie et au Liban. Notre président Ziad Alissa ne va pas tarder à nous rejoindre. Il est médecin anesthésiste réanimateur et donc président de l'ONG. Il fait partie des cofondateurs, donc il vous parlera de tout ça beaucoup mieux que moi. On va lui laisser le temps, encore quelques minutes d'arriver. Et en attendant, je vais passer la parole pour commencer à Osama Aloussine, qui est responsable des programmes pour le nord-ouest de la Syrie, pour MEAD. Il est basé à Idlib. Donc, Osama, il va nous dresser un état des lieux des besoins humanitaires actuels et à prévoir en Syrie. Il était justement à Damas hier avec le nouveau ministère de la Santé, notamment, pour dresser un état des lieux précis de la situation. Et c'est donc notre collègue Fedi, qui est par ailleurs directeur financier de MEAD, qui a gentiment accepté d'assurer la traduction. Hi, Osama, and thank you very much to be with us. Thank you, Michelle, and welcome for everyone. Good evening for all. Thank you. So it's up to you. So I can go ahead with the, yeah. So Dr. Ziad will join after me. You mean that? Sorry, I didn't get the words in French, as you know. Yeah, I start first. So, Yeah, تحيات that's لك أسامة. تمام تحياتي للجميع، يسعد مساكم، الله يعطيكم العافية يا رب. تشرفت بهي الدعوة، شكرا كثير لهي الفرصة، وتشرفت بكل الحضور أكيد. ما راح أطول، راح أكون يعني بركز بشكل مباشر على الوضع ونظرة عامة على الوضع في سوريا، خاصة بالفترة الأخيرة. مثل ما شفتوا على القنوات الإخبارية، تصاعدت الأعمال العدائية منذ 27 نوفمبر
وانتهت في 8 ديسمبر بسقوط الحكومة السابقة. سقوط الحكومة أدى لتغيرات جذرية في الوضع بسوريا. راح أترك مجال لك أستاذ فادي، آسف، تفضل. Merci. Voilà, au début, il a commencé par vous remercier tous pour l'opportunité que vous avez donnée qui présente ce qui s'est passé depuis le 27 octobre, le 27 novembre. Donc, les hostilités en Syrie se sont intensifiées. La chute du gouvernement de précédent, le 8 décembre, a provoqué des changements majeurs dans la situation du pays. Et donc, il va commencer à essayer d'expliquer les défis majeurs qui sont représentés dans la Syrie actuellement. التحديات الرئيسية اللي واجهتنا يعني في الفترة المذكورة، يعني في خلال 10 أيام تقريبا، أكثر من 20% من السكان صار عندهم نزوح متكرر نتيجة الغارات الجوية والعمليات العسكرية والتصعيد الكبير اللي أسفر بأضرار كبيرة في الأرواح والبنية التحتية والخدمات الأساسية. Globalement, ce qui s'est passé, donc les défis principaux, c'est surtout les déplacements forcés de 20% de la population. Et donc aussi, il y a 6 millions de personnes déplacées internes et 7 millions de réfugiés dans le pays voisin en Europe, donc soit plus de 50% de la population totale syrienne qui est aujourd'hui déplacée. بالتالي فإن القطاع الصحي هش جدا حتى في الفترة السابقة تحت ظل النظام السابق، وزاد هشاشته خلال الحرب الممتدة ل 14 عام نتيجة أيضا انخفاض التمويل، وخاصة في السنة الأخيرة تدمير البنية التحتية في معظم المناطق، وخاصة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي ومناطق متفرقة من البلاد، إضافة لهجرة الكوادر الطبية. You are muted, Fadi, sorry. You are muted. Oui, globalement, le secteur de la santé est très fragile. Donc, il y a aussi des financements insuffisants. Ce qui est il a noté aussi le point sur de la destruction des infrastructures dans les régions du sud d'Idleb, du nord de Hama et de l'est d'Alep, et surtout aussi l'exode des professionnels de santé. Et aussi, ce qui est important, la pénurie alimentaire dans les villes donc majeures telles que Deir ez-Zor, Alep et Damas. بالنسبة للعودة، يعني الناس تنتظر سقوط النظام السابق حتى تعود إلى منازلها، لكن لاحظت بعيني عودة لبعض الأهالي، لكن ليست بالعدد المأمول. يعني الناس متوقعة تعود في موجات كبيرة، لكن نتيجة تدمر البنية التحتية كما أشرت من في القرى والبلدات في المناطق التصعيد في ريف إدلب الجنوبي وحما الشمالي وحلب الغربي، لا يوجد مقومات للحياة من مياه، كهرباء، خبز، مدارس، صحة. البنية التحتية بوضع مأساوي جدا، إضافة لموضوع الألغام ومخلفات الحرب. آسف كثرت عليك فادي، تفضل. Ouais, j'essaie de résumer. Alors, le sujet, c'est concernant le retour des populations. Donc, ce qu'il disait Osama, c'est qu'il a vu de ses propres yeux que tout le monde pensait qu'avec la chute de l'ancien régime, que tout le monde va retourner donc en Syrie. Donc, il a dit que quelques familles ont tenté de revenir, mais en nombre réduit, car la majorité des villages donc, et villes sont inhabitables en raison de maisons détruites ou gravement endommagées et l'absence de services essentiels, surtout avec l'eau, l'électricité, les écoles, le soin. Les régions proches des lignes de front, donc comme l'ouest d'Alep, le sud d'Idleb et nord de Hamas, sont particulièrement affectées par les mines et les débris de guerre. Donc voilà, globalement, c'est ce que je notais. Il dit aussi, voilà, les retours concernent principalement les zones légèrement touchées, donc, mais sont également liés à la fin d'année scolaire aussi, la reprise des services essentiels. لذلك تقتصر العودة بغالبها للمناطق الأقل تضررا. أما ريف حلب أو إدلب الجنوبي وحماة الشمالي يتطلب زمن أطول لعودة الناس، كما أشرنا نتيجة الدمار الكبير في البنية التحتية والمنازل، والناس ليس لديها القدرة لإعادة بناء منازلها. الناس في وضع مالي صعب نتيجة الحرب الممتدة لأكثر من 14 عام. أيضا هناك مدن وقرى وضعها صعب جدا، وتكون العودة يعني على مراحل. في قرى الأسقف تم تدميرها بفعل يعني مقصود. لا يوجد أسطح للمنازل.
لكن موجة العودة مرتبطة أيضا بالعام الدراسي، أن الطلاب في المدارس، فبالتالي العودة تكون على مراحل، ومتوقع تبدأ ببداية الصيف المقبل. Ouais. Bon, globalement, donc le retour va se faire donc doucement, petit à petit. C'est donc comme il a dit tout à l'heure, ça dépend vraiment aussi de l'année scolaire, de l'année universitaire. Donc, à part le fait que l'infrastructure est dans un état vraiment catastrophique, et même il y a des toits de maisons qui ont été détruits donc d'une façon volontaire. Financièrement, donc les réfugiés donc n'ont pas les moyens pour reconstruire leur maison. Et donc, ils s'attendent, ou les gens s'attendent que donc cette vague de retour va prendre beaucoup de mois, et même à partir de l'été prochain, voilà, à cause de l'infrastructure vraiment détruite et de l'année scolaire ou universitaire. أكيد رح يكون موضوع المدارس وخدمات الصحة، إضافة للخدمات الأخرى مثل الكهرباء والمياه، هي عوامل أساسية ومساهمة في عودة الناس. Ouais. Donc, les points concernant les écoles, les universités et surtout donc l'électricité et l'eau seront quand même une partie majeure ou un point important par rapport au retour de la population. Ils doivent quand même trouver le minimum quand ils vont retourner chez eux. من خلال ملاحظتنا الميدانية، جولاتنا على مشفى حلب الجامعي، مشافي أخرى في مناطق متفرقة في المناطق حديثة الوصول، ونتيجة يعني النداءات من الشركاء، الاحتياجات العاجلة تتلخص في الأدوية، وخصوصا أدوية التخدير ومستلزمات أو جلسات غسيل الكلي وأدوات الجراحة. Par rapport aux besoins urgents que donc Oussama a pu voir avec les équipes de MERD, donc en visitant les structures de santé et aussi lors de sa réunion avec le ministère de la Santé, donc les besoins urgents sont surtout les médicaments anesthésiques, les fournitures pour le dialyse et le matériel chirurgical. أيضا سقوط النظام السابق أوجد فجوة في تغطية الرواتب اللي كانت ضعيفة طبعا في الحد الأدنى. احنا نحكي عن رواتب كانت لا تتجاوز $50 للطبيب. رغم هيك الفجوة موجودة، فالاحتياج كبير. كان بدعوة من الحكومة الجديدة بإعادة تشكيل وهيكلة الوزارة، دعم رواتب العاملين في القطاع الإنساني هو أولوية ملحة في هذه الفترة. Aussi, ce qui a été remarqué après le départ du régime, c'est que donc le système de santé était très faible et donc les médecins étaient vraiment pas très bien payés, donc moins de $50. Et donc, en fait, un des besoins aussi, des besoins urgents, sont le soutien financier pour les salaires des travailleurs humanitaires, donc soit santé, soit éducation, qui sont affectés par la dévaluation de la livre syrienne, surtout aussi après la chute. إضافة لدعم خدمات الإحالة والإسعاف نتيجة الضغط الكبير على الخدمات الصحية، إجراء المرضى من المشافي الرئيسية ونقلها إلى مشافي متقدمة في إدلب وريف. Donc aussi, il y a un besoin donc énorme de renforcement des services d'évacuation médicale et des ambulances. Donc évacuation des patients des quatre hôpitaux d'Idlib أولويات de frappe آسف aérienne. فادي. Sorry? Okay, you wanna go ahead? Yes, please. Yeah. Oui, donc je disais que évacuation des patients de quatre hôpitaux d'Idlib sous la menace des frappes aériennes. من أولويات القطاع الصحي حاليا هي ضمان تشغيل المستشفيات وبنوك الدم وسيارات الإسعاف، تنظيم عمليات الإحالة الطارئة للمرضى، وجود سجلات التنسيق الصحي للتنسيق بين المنشآت الصحية، بما يحقق جودة الخدمة والاستفادة الناس اللي هن بحاجة لها في وضع كثير صعب. Hmm. En ce qui concerne donc les priorités du secteur de la santé, donc ce qui est important aujourd'hui, c'est le maintien des opérations dans les hôpitaux, donc banque de sang et services d'ambulance, organisation des transferts d'urgence entre établissements de santé, soutien aux structures de santé dans les zones sûres et amélioration de la coordination interrégionale. أيضا في مناطق اللي ذكرناها سابقا، العودة البطيئة، نحن بحاجة عيادات متنقلة لتقديم الرعاية الصحية الأولية ورعاية الأمومة في المناطق صعبة الوصول والمعزولة، دمج خدمات مكافحة العنف القائم GBV في الاستجابة الصحية،
إضافة ما ننسى الجانب النفسي integrated health services mental health and GBV and protection إضافة لفعالية المعلومات الصحية وحاجة الموارد لسد الفجوات الحرجة في القطاع. Oui, on est encore sur les priorités du secteur de la santé. Donc aussi, on parle de déploiement de cliniques mobiles dans les zones isolées pour fournir des soins de base, donc des services de maternité. Donc il y a l'intégration des services de lutte contre la violence basée sur le genre dans les réponses humanitaires. Et à la fin, c'est renforcement de la gestion des données sanitaires et mobilisation des ressources pour combler les lacunes critiques. الوضع الإنساني في سوريا رغم التحسن الأمني النسبي وخاصة بعد سقوط النظام السابق لا يزال حرج نتيجة الأضرار اللي ذكرناها من البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية وتركزت الاستجابة على الخدمات الطوارئ إن كانت صحية أو حتى غذائية. Donc, en ce qui concerne le contexte humanitaire, malgré une amélioration relative donc de la sécurité, la situation reste critique, comme il a mentionné. Donc, la destruction des infrastructures, l'économie qui est dévastée avec le fondement de la monnaie syrienne et l'inflation record, et aussi une pénurie de services essentiels. Donc, les besoins en nourriture, énergie, soins de santé, éducation, donc restent massifs et pressants. هذكر فادي مثال عن استجابة ميهاد في حلب أولى المناطق حديثة الوصول. ميهاد استجابت بتوزيع الخبز اللي هو المادة الأساسية للسكان نتيجة النقص الكبير والحاد في هاي المادة اللي هي تعتبر أساسية في حياة السكان إضافة لتفعيل مراكز رعاية مركزين رعاية في مدينة حلب. En réponse urgente donc à la crise la crise humanitaire qui existe en Syrie même après la chute du régime. Donc MEAD a essayé de faire son maximum de donner à la population en difficulté donc des aliments, surtout hein, donc le pain qui est quand même un élément très essentiel dans ces régions-là, mais aussi MEAD est resté donc les médecins ou les infirmiers de MEAD, ils ont fait en sorte que tous nos centres qui sont gérés par MEAD restent en fonction. رح نحكي عن الأزمة الإنسانية المستمرة رغم التحسن الأمني رح نحكي عن البنية التحتية المدمرة ما رح نعيد وإنما ممكن نأكد أنه خلال سنوات الحرب خلف دمار واسع في البنية التحتية بما ذلك المستشفيات والمدارس شبكات المياه والكهرباء والطرق هذا كله يؤدي إلى إعاقة جهود التعافي المبكر. Donc voilà, parler encore une fois surtout de l'infrastructure, l'infrastructure soit des villes, soit l'infrastructure des hôpitaux, donc l'infrastructure médicale, que en gros, après une dizaine d'années, 12 ans de guerre, aujourd'hui, ça reste quand même un peu difficile de retourner ou d'avoir une infrastructure sanitaire importante. والوضع الاقتصادي للسكان أكيد رح يكون منهك بشكل غير طبيعي. La situation économique aussi de la population après 12 ans de guerre est très difficile, donc ce qui est normal après la guerre. وانعكس بشكل مباشر على نقص الغذاء والوقود والخدمات الصحية والتعليم وهذا زاد من تعقيد الحالة الإنسانية في سوريا وجعلها الأكثر تعقيدا عالميا حتى وفق تقارير اليو ان ريبورتس. Donc voilà, la situation actuelle de la population et les 12 ans de guerre ont impacté sur la santé publique, sur la santé de la population syrienne et que voilà, même dans les rapports de l'ONU, on peut voir ça plus en détail par rapport à comment la population syrienne souffre et tout ça commence à impacter et les conséquences de ce qui s'est passé sur la population. بفقرة التالية ممكن نركز عن تطلعات الناس احتياجاتهم المتوقعة في الأسابيع والأشهر المقبلة. الناس بعد يعني فترة طويلة من الصراع والحرب والوضع المأساوي فالناس يعني بدأت تشعر بأمل والرغبة بالعودة السريعة لكن أكيد هن يعني غير قادرين يعودوا إلا إذا كان في إعادة إعمار لمنازلهم
وتأمين احتياجاتهم الأساسية الغذائية والصحية والتعليمية. Oui, donc c'est pour parler surtout des perspectives et des besoins à court terme, puisque les réfugiés, les personnes qui ne sont pas en Syrie, qui veulent retourner aujourd'hui, ils ont aussi besoin de quelques garanties de restructuration, par exemple, restructuration, pardon, donc des infrastructures essentielles pour avoir l'eau aussi, la santé, les écoles. Aussi, donc ce qui est vraiment d'un besoin à court terme, c'est la sécurité alimentaire, donc comme soutenir par exemple la production agricole, stabiliser les prix alimentaires. Il y a aussi la santé publique qui est aussi un besoin à court terme, donc réhabiliter les hôpitaux et fournir des médicaments essentiels et surtout une relance économique aussi. أيضا يعني من الأولويات الإنسانية في المرحلة الحالية هي يعني العمل بشكل وبشكل تنسيقي وتضامني وداعم على المستوى المحلي والدولي والإقليمي لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية الخدمية مثل المشافي والمدارس. Mais ce qui reste quand même très urgent aujourd'hui, c'est donc l'infrastructure donc des hôpitaux et des centres de santé et les écoles. C'est ce qui va quand même pousser les personnes qui sont à l'étranger de retourner plus facilement. طبعا ايضا راح يكون في احتياج في الجانب الغذائي من خلال المشاريع الزراعيه، تامين السلل لفترات قصيره الاجل، وتعزيزها بسلل زراعيه بحيث تحقق الناس تقدير الذات وهي تقوم بانتاج محصولها في مساحات زراعيه موجوده، لكن بحاجه الى دعم في هذا الجانب. Oui. En ce qui concerne la sécurité alimentaire, donc c'est très important, encore il dit, c'est de soutenir la production agricole qui va permettre donc à la population syrienne d'avoir des aliments donc pas avec des prix élevés où il n'y a pas de pénurie comme ce qui se passe aujourd'hui. Donc globalement c'est d'avoir ouais, des prix stables, donc des prix alimentaires stables. ختاما ممكن أحكي عن الفرص الجديدة والممكنة بعد تحسن الوضع الأمني. ممكن نحكي عن تعزيز الاستقرار المحلي، حماية السكان، حماية المرأة، حماية الطفل. تحسن الوضع الأمني يتيح الفرصة طبعا للتركيز على التنمية طويلة الأجل بدلا من الإغاثة الطارئة. Donc voilà, après tous ces constats-là, donc il y a quand même beaucoup d'opportunités en Syrie. Donc après l'amélioration de la sécurité, surtout donc voilà une opportunité de renforcer la stabilité, la réduction des hostilités. Donc ce qui dit offre une opportunité pour des projets de développement durable parce qu'avant c'était plus des projets d'urgence, alors que là ça peut être des projets durables. طبعا الحاجة لمشاركة المجتمع الدولي والمانحين والأفراد عالميا هي يعني مرحب بها ومشكورة، والمجتمع السوري بحاجتها بشكل كتير كبير. نتوقع يصير مجال لشراكات دولية لدعم إعادة الإعمار والتنمية المستدامة. آم، فمنازل الأهالي مدمرة بشكل كبير، لاحظت بعيني، أنا شاهدتها في طريقي إلى حلب وإلى حماة، إلى ريف إدلب الجنوبي، ريف حماة الشمالي وحمص، وصولا إلى دمشق. Ici, voilà, donc ce qui note surtout, ce qui est important avec l'amélioration de la sécurité, c'est les partenariats internationaux et donc puisque ça donne des meilleures conditions donc de l'aide hein, par rapport à la communauté internationale, parce que puisque l'amélioration de la sécurité facilite la collaboration pour la reconstruction et le développement, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il disait depuis tout à l'heure, donc à part les défis d'infrastructure, donc il faut vraiment une reconstruction mais aussi un développement. Et c'est ça où la communauté internationale peut beaucoup aider, et même la communauté nationale peut beaucoup aider par rapport à ces deux points-là. ختاما التحديات الناتجة عن دمار الكبير والوضع الاقتصادي المنهك تتطلب استجابة إنسانية وتنموية شاملة ودعم دولي لتعزيز استقرار السكان.
Bon, pour conclure, donc voilà, la situation sécuritaire s'est améliorée donc légèrement, donc mais les défis liés à la destruction des infrastructures, à la crise économique et aux besoins humanitaires massifs persistent. Voilà, donc une réponse coordonnée, intégrante de l'aide humanitaire et des efforts de reconstruction sont essentiels pour permettre aux Syriens de retrouver une vie stable et durable. شكرا كثير فادي، شكرا كثير لأعطائي هذا الوقت، وتشرفت بكم جميعا. أي استفسار أو سؤال أنا جاهز. شكرا لوقتكم. Merci beaucoup à moi pour la traduction. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, voilà, je suis là pour répondre. Shukran Osama, thank you very much. Merci Fedi pour la traduction. Et Thank you so effectivement, much. si vous avez des questions, n'hésitez pas, le micro est à vous. Et à titre exceptionnel, je vais un petit peu voilà, bouleverser l'ordre des choses. Moi, j'ai une question, Osama. Comment, à titre personnel, tu as ressenti ces événements de ces derniers jours? How did you feel those past days with the recent events? Okay, Michelle, it's really emotional feeling. After 12 years, at least, you go back to places, you have memories there, you have people you missed there, you lost some of them. You see what's remained of your houses, of your school, of lots of places. You have great memories. So it's really emotional. It's really historic. I can't express actually very well because it's something deep in the heart. So I can say, yeah, it was great. Even it was really painful for me for some moments when you remember the good memories. You feel happy when you remember the people who passed away, the places you were playing are destroyed, so you feel pain and agony. So you are I don't know how to express. So it's really mixed feeling. Est-ce que je me lance dans la traduction ou Fedi, est-ce que tu es... Vas-y, vas-y, voilà. Merci beaucoup. Oui, donc j'ai pas retenu tout ce qu'a dit Osama parce qu'il a beaucoup parlé, mais en gros, pour lui, c'était un moment qui était vraiment chargé en émotions et on peut l'imaginer de retourner dans des endroits dans lesquels il n'avait pas été depuis plus de 12 ans avec des endroits qui lui rappelaient forcément beaucoup de souvenirs, des lieux très précis. Et donc pour lui, c'est vraiment un moment qui est chargé d'émotions, même si évidemment il y a eu des événements et des moments très douloureux pendant toutes ces années. Voilà, là, il a encore un peu de mal même à dire à quel point, voilà, pour lui, ce moment est euh, oui, ce que ça représente exactement pour lui, mais en tout cas, énormément d'émotions, pour résumer ce qu'il a dit. Oui, voilà. Michel, je sais pas, au niveau des questions, j'ai des Oui, questions dans le chat. je veux bien que tu traduises les questions du coup, Fédi, s'il te plaît, à Osama. Donc, la première question d'Isabelle qui demande quelles sont nos relations avec HTC. Donc, HTC, c'est le groupe, hein, tout simplement, qui a conduit cette rébellion contre le régime de Bachar el-Assad. أسامة، يعني ممكن تتحدث بالإنجليزية؟ يعني السؤال هو يعني شو علاقة ميهاد بهيئة تحرير الشام؟ Okay, I got the question. Thank you for the question. By the way, MIHAD is a neutral humanitarian organization, and HTS is a de facto. So according to the humanitarian principles, we, like other NGOs, we should coordinate and we should have the facilitation to provide our services to the people. So there is no direct contact and no direct communicate, no direct, how can say, legal interaction with the HTS. We are neutral organization. Yes, there is a kind of a humanitarian access working group affiliated to UN OCHA directly. So this access working group
gives us permission to have access to, for instance, to camps to provide the nutrition services and health services and outreach and protection services there. So this is the kind of relation between MIHAD, other NGOs, and the HTS. There's a kind of hack office, a humanitarian access coordination mechanism. Hopefully I answered well, and if you have any further clarification, I can. Oui, bon. Globalement, donc, MEHAD n'a pas de relation légale directe avec HTS. Donc, comme toute autre ONG ou même comme tout autre pays, donc la coordination elle est essentielle puisque nous voulons continuer nos actions, nos centres et nos hôpitaux. Donc voilà, une coordination est nécessaire avec donc des partis qui sont aujourd'hui au pouvoir, mais nous n'avons aucune relation directe, juste une coordination pour continuer nos activités. Et je pense que du I coup, can add, Fadi, yeah. sorry, Michelle, I can add something. There is a kind of technical health body in Idlib. It's called Idlib Health Directorate. So we coordinate with them, the health cluster, the UN OCHA, and the HAC. So we guarantee that we have a kind of stakeholders management. D'accord. Il y a aussi une entité ou un organisme à Idlib, donc qui est dans le nord, qui est aussi donc une des parties prenantes. Donc notre relation, c'est aussi avec cet organisme qui existe depuis longtemps, donc qui est une sorte de ministère de santé régional qui existait depuis le moment hein, donc, où donc il y avait encore le régime. Donc MEAD, donc coordonné avec cet organisme-là, qui est aujourd'hui en place encore. Donc voilà, c'est un peu notre intermédiaire aujourd'hui. Comme ce que c'était avant aussi un intermédiaire, donc cet organisme-là, comme un ministère de santé régional. Voilà. Et du coup, je pense qu'on a plus ou moins répondu à la question que posait Suzanne qui demande HTS ou HTC vous a-t-elle donné des garanties pour développer vos actions? Je pense que Osama a plutôt bien répondu. Suzanne, n'hésitez pas à reposer la question si vous estimez que nous n'avons pas suffisamment répondu. Et Isabelle demande, doit-on craindre une situation telle que celle en Afghanistan? C'est pas une آه، question facile. أسامة يعني عندنا سؤال اللي هو يقول نحن يعني كشعب في العالم لازم نخاف ولا ما نخاف اللي تصير نفس اللي صار بأفغانستان يعني نفس الوضعية اللي صارت بأفغانستان يعني مع عودة هيئة تحرير الشام. السؤال يعني شكرا على إثارة السؤال. التخوف يعني محترم، لكن الواقع على الأرض يقول غير ذلك. احنا نشوف في أحكي English or Arabic it's fine. As you know, I mean, for Arabic, I understand you. For English, I understand you with Michelle. So it may be better like this. We can add. Yeah. Thank you for the question. Actually, Afghanistan scenario is not the one the people here are willing or to have. So according to last updates and the international and global welcoming, the change actually in the regime, you can see that no bloodshed has happened. Ready for your translation? I Hmm. can complete. Oui, donc globalement, la situation, elle est très différente par rapport à ce qui s'est passé en Afghanistan, surtout que la chute du régime, donc de l'ancien régime, était très très bien accueillie par rapport à donc, ce qui s'est passé en Afghanistan. Au contraire, donc la chute du régime était accueillie donc, par tous les pays, donc une bonne partie des pays du monde, ou les pays, les puissances du monde ont bien accueilli cette chute de régime. Contrairement à ce qui s'est passé en Afghanistan, que voilà, ça n'a jamais été accueilli jusqu'à aujourd'hui. Also, I can say that the new government, or still the unofficial government, you can say, the transitional government, they are not excluding other people like minorities. So they are including or ethnics or ethics of the community. They go to everywhere and have their intervention. They have the people involved in decision making, and which is something actually new, and which is something very good, and we expect better than the experience or expertise in Idlib.
Oui, et donc, ce qui est très rassurant par rapport à ce qui s'est passé avec le nouveau gouvernement, ce qu'il a appelé un gouvernement de transition, un gouvernement transitoire, c'est que ce gouvernement, par rapport à ses discours, il appelle à accepter toute la population syrienne, même les minorités, donc voilà, les personnes, donc les minorités ethniques, et ceux qui n'ont pas vu avant, et ce qui est aussi, si on reste sur la question, différent de ce qui se passe en Afghanistan, alors qu'ici, il y a beaucoup d'appels donc à faire participer toutes les minorités et les majorités à la prise de décision et la reconstruction, donc soit de loi ou la constitution de la Syrie, de la nouvelle Syrie. Et donc voilà, ils appellent tout le monde à participer, donc il n'y a pas exclusion d'une communauté ou une autre, ou d'une minorité, c'est pas une communauté. Pardon pour la traduction, parfois j'utilise des mots genre communauté ou autre, mais c'est plutôt, ils parlent des minorités. Aucun problème, c'est dit. Et peut-être pour compléter, mais assez rapidement, parce que le temps file et on va laisser un peu notre président, Ziad Alissa, parler également derrière. Osama, comment vois-tu, comment perçois-tu la place des femmes, des Kurdes, des Alaouites, des chrétiens avec les nouvelles autorités? C'est un peu juste un complément de réponse, puisque tu as déjà partiellement répondu, mais voilà, on sait qu'il y a des inquiétudes à ce niveau-là. Comment est-ce que toi, tu perçois? هذا سؤال موجه يعني لك أنت يعني أسامة. يعني أنت كيف تشوف مكان المرأة بالمجتمع السوري المستقبلي؟ كيف تشوف يعني مكان المسيحيين العلويين والأكراد بسوريا المستقبل؟ تمام. هلا إن كان أسامة أو أي عامل إنساني صراحة راح يكون تقريبا متقاربين بوجهات النظر إلى حد كبير. المرأة هي جزء حقيقي من المجتمع، حتى في يعني مجتمعنا العربي المرأة نصف المجتمع بثقافتنا العربية. Donc je lui dis que la question est destinée à lui par rapport à son opinion. Donc, il a dit pour lui, donc la femme, il faut savoir, donc dans le monde arabe ou dans le monde syrien, ou même pour lui ou pour d'autres personnes, donc et son entourage, la femme, donc, elle est très présente dans la population syrienne et pour lui, elle représente la moitié voilà, de la Syrie. Donc, les hommes, c'est une moitié et les femmes, c'est une autre moitié. Donc, c'est égaux. نفسي أنا عن نفسي أتحدث، زوجتي عاملة في الشأن الإنساني والتعليمي، وأطفالي الذكور والإناث، وحتى الزملاء وزميلات نشجعهم على التعليم، على المشاركة في المجتمع، وبناء المجتمع هو مهمة ومسؤولية الجميع. Il dit que personnellement aussi, sa femme aujourd'hui, elle travaille dans l'humanitaire, elle travaille dans le scolaire, dans aussi le système médical. Donc, soit avec sa femme ou les collègues à sa femme et toutes les femmes syriennes, donc ils sont en train d'encourager les femmes syriennes à participer à reconstruire la Syrie et voilà, de participer activement à la vie politique de la prochaine Syrie ou d'une nouvelle Syrie. Et encore une question sur HTS et son soutien par la Turquie. C'est Eric qui pose cette question. Quelle garantie peut-on avoir vis-à-vis des Kurdes? Donc c'est encore un tout petit complément, toujours sur le même. Mhm. نرجع يعني على نفس موضوع هيئة تحرير الشام اللي يعني العالم والأخبار تقول اللي هي يعني مدعمة من النظام التركي. كيف يعني نشوف الجارانتي اللي عند الشعب الكردي اللي ما راح يصير له حتى مشكل ايفن يعني اللي هيئة تحرير الشام مدعمة من النظام التركي. هلا ممكن اترك الاجابه هي للدكتور زياد. صراحه هو شأن يعني صراحه بعيد عن الميدان اللي احنا نشتغل فيه. احنا نشتغل في شمال غرب سوريا، منطقه تدخل انا اشتغل فيها. فصراحه ما في دايركت كونتاكت مع يعني المجموعات الكرديه، اذا احكي على الصعيد العسكري. أما على صعيد الخدمات للسكان الأكراد، نعم نحن نقدم خدمات للسكان الأكراد في جنديرس وفي عفرين، واستجابة الزلزال كانت خير مثال عن ذلك. مهم.
Alors, par rapport à ce sujet-là, donc Oussama dit que bah, puisque lui, il est neutre, il est humanitaire et il s'occupe plutôt donc des sujets de santé, il préfère que s'il y a des sujets qui concernent voilà, la politique, les garanties, que ce soit Ziad, notre président, qui répond à ces questions-là, et que pour lui, voilà, même au niveau des Kurdes, Mehad, bien sûr, elle offre des services hein, et c'est un service humanitaire à toute la population syrienne, que ce soit kurde ou d'autres minorités. Et le meilleur donc, des exemples qu'on a eu, c'était la réponse au séisme de 2023, où en fait, une majorité kurde donc, a bénéficié des services de santé de Méad. Merci beaucoup, Osama. Chokran. Thank Et you merci à so nouveau much. Thank you all. pour la traduction, Thank you Freddy. Et effectivement, on va for letting laisser me, la yeah, parole for letting me. à notre président Ziad Thank you. Alissa, qui est par ailleurs médecin anesthésiste réanimateur et qui a donc été à l'origine de la création de MEAD. Donc pour un petit peut-être dézoom arrière sur la situation en Syrie et l'historique, ce qui nous a conduit jusqu'aux événements d'aujourd'hui et la place qu'a tenue MEAD durant toutes ces années de conflit et la place qu'elle souhaite tenir désormais. Je te cède la parole, Ziad. Bonsoir. Bonsoir. Merci Michel, merci Oussama et Fadi. Merci à vous tous parce que vous êtes là avec nous dans cette soirée. Je pense qu'on c'est la deuxième fois pour moi que je participe avec une soirée comme ça, avec les gens qui nous suivent, qui suivent Mihad. Et je voudrais quand même commencer avec ce carte de la Syrie, que ça change chaque jour. Ça changeait chaque jour jusqu'à 8 décembre. Euh, Nous, lorsqu'on a commencé toutes nos actions humanitaires, on a commencé en 2012. Au début, c'était AAVS, c'était une association pour aide aux victimes syriennes. Après, on a changé le nom, on a participé avec des unions d'organisations de secours et soins médicaux internationales pour qu'on termine avec MIHAD, qui était la branche française de cette association humanitaire internationale. Si je reviens un petit peu vers l'arrière, lorsqu'on a quitté la Syrie, c'est un pays quand même au Moyen-Orient qui est développé, qu'on avait quand même un taux d'éducation très élevé, qu'on a quand même un niveau de santé qui est pas mal. Beaucoup de médecins syriens, même s'ils font la médecine en Syrie, mais ils quittent la Syrie pour faire la formation spécialisée aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en France, en Allemagne, et ils retournent en Syrie, et pour quand même participer à la prise en charge participer plutôt à la prise en charge de tous les patients sur le plan sanitaire, il n'y a pas simplement santé. Et le système de santé en Syrie, il était quand même un système assez bien, avec un système de santé public gratuit à 100%, et un système privé, comme partout, parce qu'il y a des collègues qui aiment quand même exercer dans le système privé. En même temps, sur le plan homme-femme, on n'avait pas cette question en Syrie. La Syrie, si quelqu'un parmi vous a visité la Syrie, ça ressemble au Liban, à l'Irak, à l'Égypte à l'époque. Donc, c'est quand même la place de femmes en Syrie, c'était quand même quelque chose qui est très important, comme disait Osama. Moi, par exemple, mes parents, ma mère elle était enseignante, mon père était enseignant, je parle des années 50. Et dans les villages syriens, ils ont quand même vécu toute leur vie là-bas et tout le monde travaille. Nous, lorsqu'on a commencé en Syrie, on a commencé pour vraiment fournir l'aide humanitaire parce qu'on a vu ce système de santé commence à s'effondrer. C'était suite, si on va appeler ça une guerre, si on va appeler ça la révolution, si on va appeler ça comment le régime de Damas a répondu à ces révolutionnaires.
Mais la situation en Syrie humanitaire est dégradée depuis 2011 et après, vraiment de façon rapide, on n'a plus de système de santé dans la plupart de nord de la Syrie, le sud de la Syrie et en même temps à l'ouest de la Syrie et à l'est. Et il restait vraiment simplement le milieu de la Syrie. On parle de Damas, Homs, Hama, Halab. On parle des centres-villes. On ne parle pas de tous tout ce qui est autour des villes, parce qu'il n'y a que dans le centre-ville où on a ces systèmes de santé. Et ça parce que lorsque le gouvernement de Damas se retirait de ces zones de conflit, c'est là où on n'a plus d'un système de santé. C'est là où toutes les associations humanitaires ils ont pris le relais pour fournir quand même l'aide humanitaire au niveau sanitaire de cette population-là. Nous, à Mihad, lorsqu'on a commencé, on a commencé euh, vraiment dans presque toute la Syrie. On a rentré dans le nord de la Syrie, nord-ouest, nord-est de la Syrie. À l'ouest, on a rentré par le Liban. Au sud, on a rentré par la Jordanie. Et à l'est, surtout le nord-est, on a rentré par le Kurdistan irakien. Parce que c'est là-bas où les Nations Unies a créé de passages humanitaires. Les postes frontières classiques, lorsqu'ils l'ont fermé, les Nations Unies il a pris quand même la main pour voter des passages humanitaires, de couloirs humanitaires, pour envoyer tout l'aide humanitaire. Et nous, lorsqu'on a commencé à travailler dans toutes ces zones-là, parce que on a aligné avec les Nations Unies pour faire rentrer tout l'aide humanitaire à travers de ces couloirs humanitaires. Et c'était des postes frontières humanitaires. C'est pas comme les postes frontières normaux. Ça veut dire que on ne peut pas passer si on n'est pas humanitaire, si on n'a pas un convoi humanitaire, on ne peut pas passer. Les gens qui voyagent normalement, ils ne peuvent plus passer par ces postes frontières. Lorsque je dis ça, qu'on a entré dans toutes les zones de la Syrie, et on a commencé à voir les changements de drapeaux. Tout le nord-est de la Syrie, si on prend l'Euphrate, on a vu que euh, au début, il a commencé quand même à sortir dans les mains du gouvernement de Damas, suite à la révolution. On a vu quand même qu'il y a l'armée libre qui commence à s'installer dans ces zones-là. Et après, on a vu l'arrivée de Daesh qui est rentré de l'Irak, de Mossoul, jusqu'à Raqqa et Deir ez-Zor. Et après, on a vu la coalition internationale et la guerre contre Daesh, qui a récupéré toutes ces zones-là et il a donné le pouvoir dans ces zones-là aux Kurdes sous le nom de FSD, c'est le Force démocratique syrien. Euh, En même temps, le nord-ouest de la Syrie, qui était quand même dans les mains des révolutionnaires, elle est passée dans les mains de l'armée libre. Il est passé dans quelques zones avec quand même un contrôle direct turc, lorsque la Turquie, avec l'accord de la Russie, ils ont rentré en Syrie pour faire des zones, on appelait ça des zones de désescalade, pour avoir un accord des cessez-le-feu et commencer quand même à faire rentrer les réfugiés sur les frontières. Donc, on a vu quand même des zones contrôlées soit directement par l'armée turque, soit avec quand même des forces locales liées directement avec l'armée turque. Après, on a vu l'arrivée de HTS, Hayat Tahrir al-Sham, à Idlib. Et dans le sud, il y avait quand même la même chose au niveau de Daraa et le sud de la Syrie, qui est quand même sorti dans les mains de Damas et arrivé dans les mains de l'armée libre. Après, on a vu quand même des accords et des cessez-le-feu avec une médiation russe dans le sud de la Syrie. Dans toutes ces situations, il y a plusieurs drapeaux
qui l'ont changé en Syrie. Et on utilisait à l'époque les codes couleurs. Bon, c'est pas très adapté avec cette carte-là, mais je peux vous dire que il y avait le code couleur jaune, qui est tout l'est de l'Euphrate, et ces couleurs jaunes, c'est les FSD, les Forces démocratiques syriens, avec leur colonne vertébrale, les Kurdes. Et on a le drapeau rouge, où Damas et les alliés de Damas. On a le drapeau noir à l'époque de Daesh, après il est parti avec l'arrivée du drapeau jaune. Et on a le drapeau vert qui était dans le nord ouest de la Syrie, avec l'armée libre soutenue par la Turquie. Et on avait le drapeau blanc qui était à Idlib. Lorsque j'ai dit tous ces drapeaux-là, pour dire que nous, en tant d'association humanitaire médicale, on a travaillé partout sous tous les drapeaux. Je donnais toujours un exemple d'un médecin ami à moi qui était dans une ville qui est appelée Tal Abyad, dans le nord de la Syrie, nord-est de la Syrie. Lorsque on a rencontré ce médecin-là, et moi je le connais depuis la faculté de médecine à Alep, il m'a dit, moi, il était le directeur de l'hôpital de là-bas. Moi, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les malades, les habitants de village, on n'a pas changé, on est les mêmes. Nous étions ici, il y avait Assad, le père, qui est là. Il est parti, le Assad fils, il est arrivé, et nous, c'est le même, on n'a pas changé. Après le Assad fils, il y avait l'armée libre. Après l'armée libre, il y avait Ahrar al-Sham. Après Ahrar al-Sham, c'est Daesh qui est venu. Après Daesh, c'est les Kurdes qui l'ont venu. Et de nouveau, les Kurdes l'ont sorti et l'armée libre soutenue par la Turquie, il est venu. Et à chaque fois, on change le drapeau. On avait un drapeau rouge, il est devenu vert, il est devenu noir, il est devenu jaune, il est devenu blanc, il revient vert. Mais nous, c'est le même. Et lui, il racontait ça, et donc quand même, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et il m'a dit, la seule chose que j'ai fait moi-même, soit je laisse pousser ma barbe, soit je rase ma barbe, soit je m'habille comme les gens qui ont ici. C'est pour le drapeau. Parce que lui, ses intérêts de rester dans son village, de rester avec la population. Donc le peuple syrien, il n'a pas changé. C'est les drapeaux qui l'ont changé. Et ça ne veut pas dire que lorsqu'un drapeau change, que toute la population va changer. La majorité des gens restent quand même des civils innocents qui sont là en train de subir tout. Et c'est cette population-là qu'on a soutenue. Et nous aussi, on a continué à soutenir Tel Abyad à l'époque et les autres centres de santé malgré les drapeaux. C'est vrai qu'on avait quelquefois des difficultés avec quelques drapeaux. On a changé le nom de l'association plusieurs fois. On utilisait un nom euh, dans le nord-est, c'est pas le même nom dans le nord-ouest, pour protéger les gens qui travaillent avec nous. Quelqu'un qui travaille avec nous et qu'il est dans une zone où, par exemple, on va dire que c'est une zone avec quand même la présence de l'armée turque. Bien sûr qu'ils ne seront pas contents s'ils vont savoir que cette association travaille avec les Kurdes. L'inverse aussi. Donc, nous, pendant toutes ces années, on s'adaptait avec la situation géopolitique parce qu'on veut continuer à donner le soutien humanitaire et sanitaire dans ces zones-là. C'est pour ça on a fait plusieurs, quand même, à chaque fois, on change quelquefois le nom, on change la façon de travailler, on change la façon où on fait rentrer les aides humanitaires. Et on a continué à travailler pendant toutes ces années-là, dans toutes ces zones-là. Là, la situation actuelle, moi j'étais à Gaziantep il y a à peu près 2 semaines. J'étais sur la frontière et c'était le moment où ça commençait ce mouvement-là. Et vraiment au début, il n'y a personne qui a imaginé que ce mouvement qu'il a commencé simplement dans le nord de la Syrie pour libérer le banlieue d'Alep, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés sur les frontières entre la Syrie et la Turquie. Et avec l'approche de chaque hiver, tout le monde s'inquiète pour eux. Et tout le monde était content avec cette quand même opération militaire qui va libérer
quelques villages, récupérer quelques villages parce que c'est eux-mêmes, les habitants de ces villages, qui étaient sur les frontières. Donc, ce mouvement-là, c'était quand même pour que ces gens-là rentrent chez eux. Et tous les humanitaires étaient quand même, ils ont vu ça de façon positive, que si on peut pousser l'armée syrienne et on peut quand même protéger cette population d'un éventuel bombardement russe, ça va quand même laisser ces gens rentrer chez eux et c'est mieux pour tout le monde. Après, on a suivi, comme vous tous, à distance, à la télé. Moi, je rentrais en France et on voit quand même ce qui se passait en Syrie jusqu'à la chute de régime de Damas. Nous, en tant d'humanitaire, l'arrêt de la guerre, c'est vraiment un but important pour nous. Parce que nous, dès le début, c'est le feu. Pour des zones non-fly zones, que des zones que les gens peuvent vivre normalement. Et malgré tous les appels humanitaires, on a vu que la guerre continue, que les bombardements et tout ça. Donc, c'est pour ça l'histoire de récupérer ces zones-là et arrêter la guerre, bien sûr, pour nous, on est content de ces résultats-là. En même temps, vous avez vu tous les prisons, les prisonniers. On a vécu quand même pendant toutes ces années les bombardements des hôpitaux, l'arrestation des médecins. Je suis sur une page Facebook avec 40 000 médecins syriens. Si vous simplement regardez les témoignages de ces médecins, qu'est-ce qu'ils parlent, qu'est-ce qu'ils disent, lorsque les manifestants, dès le début, avec les manifestations, l'armée il a répondu avec de vrais feux. Il y avait des blessés. Lorsqu'ils amènent les blessés dans les hôpitaux, les médecins qui soignent les blessés étaient quand même pour eux des criminels parce qu'ils soignent, soi-disant, entre parenthèses, des terroristes. Et on sait que le début de la révolution syrienne, c'est des civils qui l'ont descendu dans la rue. Et simplement parce que pour soigner un blessé, un médecin il peut être arrêté, il peut être derrière les barreaux. Et il y a des médecins qui l'ont vraiment, qui l'ont fini leur vie derrière les barreaux. On a à peu près 750 médecins tués pendant quand même cette période-là. Donc, lorsque toutes les associations de droits de l'homme, ils parlaient pendant des années et des années et des années des situations des prisonniers, et on ne parle pas des criminels dans les prisons, on parle des prisons d'opinion, des opposants politiques ou même des opposants humanitaires. Pendant des années, on entend toutes les associations de droits de l'homme parlent de ça. Lorsque on a vu quand même les prisonniers qui l'ont sorti, qui l'ont raconté ce qui se passait là-bas, il y a des livres qui l'ont sorti. Il y a même quelqu'un, un livre, je pense, qui était traduit en anglais, et c'était un médecin qui était en prison qui a quitté vers les États-Unis. On a vu quand même tous les témoignages de ces médecins-là. Et là, avec ce qu'on voit lorsque les gens arrivent dans les prisons et ils ont vu des prisonniers qui l'ont sorti, ils ont vu des listes quand même que jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à voir tous les gens perdus. On a vu des fausses communes partout autour de Bagneux de Damas. Donc, tout ça, lorsqu'on voit quand même tout ça, ça confirme ce qu'il racontait tous les associations de droits de l'homme sur ce qui se passait en Syrie, ce qui se passait dans les prisons, ce qui se passait pour les opposants et tout ça. Et surtout ce qui se passait pour la population pendant ces 12 ans. C'est pour ça, c'est vrai que nous, avec ces nouvelles en Syrie, on est soulagés. On dit, c'est bien la fin d'un régime comme ça, la fin de torture, la fin d'une période très noire de la Syrie. L'avenir, il y a un grand point d'interrogation de l'avenir, comme vous tous. Justement, Ziad, Oui. j'allais te poser cette question. Et maintenant, quel avenir pour la Syrie et quel projet pour Méad pour la Syrie? Mihad, il a envie de continuer à travailler en Syrie. C'est pour ça, Osama, il a participé à la réunion avec le ministère avant-hier. Nous, le board de Mihad, on se prépare, on va rentrer en Syrie lundi, mardi. Lundi, on va prendre l'avion, mais on arrive là-bas, on va arriver mardi. Donc, on va aller là-bas pour quand même enregistrer Mihad à Damas
et comment commencer le travail pour la Syrie à l'intérieur de la Syrie. Et on sait quand même, comme il a dit Osama, les besoins sont partout. Donc c'est pour ça, nous, on veut continuer à travailler. Et la première pas, c'était la réunion que Osama il a participé avec le ministère de la Santé pour voir c'est quoi les rôles des ONG dans la nouvelle ministère de la Santé en Syrie. Et nous, on va compléter le travail qu'il a fait Osama. On va y aller là-bas mardi. On va rentrer à Damas et on va commencer les démarches pour enregistrer l'association à Damas, pour travailler à travers de Damas pour toute la Syrie de nouveau. Donc, l'idée de faire l'enregistrement, de faire quand même au moins un mini-bureau dans chaque ville syrienne et commencer à travailler à l'intérieur de la Syrie. Et on a quand même, on a deux grands axes pour la Syrie. Numéro un, il y a de nouveaux déplacés, même s'ils ont rentré chez eux, mais c'est comme les déplacés. Pourquoi? Parce que, comme il a dit Oussama, il y a beaucoup de gens qui vont rentrer. Malheureusement, il y a des gens qui vont rentrer chez eux, mais il y a des gens qui vont rentrer qui vont pas trouver leur appartement, leur quartier, leur village. Cette guerre-là, quand même, il y a beaucoup de quartiers qui ont été rasés, il y a beaucoup d'appartements qui sont inhabitables. Donc, de nouveau, on est devant une situation des déplacés. Les déplacés, ils ont besoin de nous, dans notre spécialité, des cliniques mobiles. C'est ça ce qu'on pensait que la première chose, des cliniques mobiles pour les déplacer. Et ça, parce qu'on sait faire. Donc, ça, je pense, c'est très important là maintenant dans la nouvelle période. Deuxième chose, on a aussi l'expérience de prise en charge psychiatrique des gens, de traumatisés de guerre. Et je pense que là, les gens qui sortent de prison, ils sont quand même plus que traumatisés des guerres. Donc ça, c'est les premières deux idées qu'on a, de continuer notre travail là-bas à travers ces deux actions. Et on va voir avec le ministère de la Santé les besoins. Il a dit qu'il va participer, qu'il va partager, qu'ils vont faire quand même des enquêtes et ils vont partager les besoins avec tous les ONG parce que je pense qu'une jeune ministère de Santé, ils n'ont pas le moyen pour prise en charge tout, donc ils ont besoin des ONG. Et surtout, il ne faut pas oublier que l'embargo et les sanctions ne sont pas encore levés. Et ça veut dire que là, si les ONG ne prennent pas quand même leur rôle dans toute la Syrie, le ministère de la Santé toute seule, elle ne peut pas. Donc voilà, en résumé, je pense que, désolé, j'ai parlé beaucoup de géopolitique, mais simplement pour un petit peu avoir des idées. Mais c'est vrai que nous, on veut continuer à travailler et il y a des besoins énormes en Syrie. Merci beaucoup, Ziad, et c'était très intéressant, justement, ce focus sur la géopolitique, et je pense que ça a permis de répondre aussi à certaines questions qui étaient présentes dans le chat, donc sur lesquelles je vais permettre de ne pas revenir, et je laisse la parole à ceux qui voudraient la prendre pour poser d'autres questions à Ziad. Donc, soit dans le chat si vous le souhaitez, ou tout simplement en ouvrant votre micro et en prenant la parole. N'hésitez pas. Alors, j'ai le sentiment que nous n'avons pas de questions pour l'instant, même si je sais que la première question est toujours la plus difficile à poser. Peut-être revenir sur une question que posait Paul dans le chat précédemment. Ziad, de quel soutien à l'heure actuelle peut bénéficier MEAD? On l'a compris, il y aura un consortium à l'intérieur de la Syrie, entre les différentes ONG sur place pour intervenir. Est-ce qu'une levée des sanctions est envisageable, à ton avis? Est-ce qu'on va pouvoir bénéficier d'une aide internationale un peu plus présente que ce qu'elle a été ces dernières années? C'est vrai que Mihad, bon, numéro un, c'est les donateurs, hein, et c'est les gens qui suivent Mihad et supportent Mihad, comme tous les gens qui sont présents avec nous ce soir. Deuxième chose, c'est vrai que nous, en tant qu'ONG française, vu qu'on est enregistré en France, on peut continuer à avoir des subventions
soit de l'Union européenne, soit de l'État français. Et ça, l'équipe quand même continue à travailler dans tous les projets qu'on a pour chercher des subventions. Et c'est pour ça que je disais que le rôle des ONG, c'est important parce que pour l'instant, si les sanctions ils n'ont pas levé tout de suite, et s'ils ont pris quelques semaines ou quelques mois, et là maintenant, c'est le rôle des ONG. Parce que vu quand même qu'on est une ONG française, on peut avoir des. C'est pas comme les ONG syriens ou le gouvernement syrien. Et c'est ça, les gens qui soutiennent Miad, pour l'instant, c'est ça. Et lorsque j'ai dit enregistrer à Damas, c'est pas pour avoir l'aide de Damas. C'est au contraire, c'est pour aider le gouvernement de Damas, c'est pour aider le ministère de la Santé de Damas, euh, et, mais enregistrer là-bas pour qu'on arrive à travailler là-bas de façon quand même légale. On sait que, par exemple, nous, pour travailler dans le nord-ouest de la Syrie, on est obligé d'être enregistré en Turquie pour rentrer dans le nord-ouest. La même chose enregistré à Erbil, en Kurdistan irakien, pour rentrer dans le nord-ouest, enregistré en Jordanie pour rentrer dans le sud de la Syrie, enregistré au Liban pour rentrer à l'ouest de la Syrie. Donc, vous voyez, toute la géopolitique que j'ai commencé en parole, qui nous a obligés d'enregistrer dans tous les pays limitrophes de la Syrie, parce qu'à chaque fois on veut rentrer, on va traverser les frontières de la Syrie d'un pays, on devait avoir un enregistrement légal dans ce pays-là. L'avenir, si on peut être enregistré à Damas et passer directement de Paris à Damas, ça facilite tout. Mais pour passer de Paris à Damas, il faut que les sanctions soient levées. En attendant, on va continuer à travailler avec tout l'aide qu'on reçoit ici en France. Et c'est pour ça qu'on participe à ces réunions à Damas pour quand même qu'on travaille tous les ONG main en main avec le ministère de Santé syrien pour le système de santé syrien. Merci beaucoup, Ziad. On reçoit des petits messages d'encouragement. Merci beaucoup à ceux qui les postent, à ceux et celles. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour terminer pour Ziad Alissa ou Osama, qui, je crois, est resté avec nous. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. On a déjà pris un peu de retard. Un grand merci à nos deux intervenants et merci à vous tous pour votre présence, votre écoute, toutes vos questions, vos encouragements. Ceux qui ont déjà assisté à nos webinaires le savent et vous le savez tous, je pense, et Ziad l'a encore redit à l'instant, sans la générosité de nos donateurs, MEAD ne pourrait pas agir. Je conclus donc ce temps d'échange en vous rappelant que votre don est vital pour nos actions. Il ouvre droit en plus à une réduction fiscale de 75%. Vous avez le lien pour donner qui s'affiche à l'écran avec un QR code. Donc, n'hésitez pas. Merci encore à tous et très bonne soirée. Merci Michel, merci à tout le monde. Thank you, Michel. Thank you all. Thank you, Osama.